Du nouveau dans l'affaire du financement libyen de la campagne de Sarkozy. L'homme d'affaires Ziad Takieddine est condamné pour diffamation. Le verdict du tribunal correctionnel de Paris est tombé aujourd'hui. Plus de précisions dans un instant. Au Burkina Faso, Harouna Dicko refait surface et s'oppose aux élections de novembre 2020. L'ancien président du Rassemblement politique nouveau a donné son avis ce matin même à Ouagadougou. Les détails dans cette édition. La radio à l'honneur en ce jour. L'humanité marque une halte pour rendre hommage à ces hommes, mais aussi c'est l'occasion de s'interroger sur les réflexions et les défis auxquels est confrontée la radio. On vous en parle dans cette édition. Voici les titres de votre 20h. Bonsoir et merci de nous suivre. Et puis, on reparle encore de l'affaire Thomas Sankara qui connaît à ce jour une avancée notable. 33 ans après les faits, le tribunal militaire de Ouagadougou a décidé de procéder à une reconstitution des faits. Cette opération marque une étape cruciale avant une éventuelle clôture de l'instruction. De l'avis d'un avocat de la famille, les ayants cause ont été convoqués par le juge d'instruction. Maître Benewende Sankara explique que cette nouvelle étape de l'enquête consiste à faire le film des événements du 15 octobre 1987 avec la présence de témoins et des accusés, des parties civiles et de toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité. Même s'il évite de spéculer sur les résultats qui en sortiront, le conseil de la famille Sankara se réjouit cependant du fait que cette évolution amène à tendre vers la fin de l'instruction. C'est une sérieuse avancée. On évolue très favorablement vers le procès, a-t-il fait savoir. Au Burkina, toujours, on apprend qu'un pasteur a été froidement exécuté aujourd'hui par des individus armés non identifiés. Les assaillants ont poussé l'horreur en tuant aussi les enfants de l'homme de Dieu. Ils avaient été enlevés à Siba il y a quelques jours. Du côté du centre-nord, les forces de défense et de sécurité ont abattu 17 individus armés. C'était hier dans la soirée à Bapilga, village situé dans la province du Sanmatenga. Au cours de cette opération, les forces de défense et de sécurité ont réussi à mettre à la main sur 4 autres présumés terroristes qui devront faire face à la justice. L'insécurité grandissante au Burkina préoccupe l'ancien président du RPN, le parti pour le Rassemblement politique nouveau. Harouna Dicko trouve que dans ce contexte, il est difficile de réunir les conditions pour une bonne tenue des scrutins de novembre prochain. Ce matin à Ouagadougou, il a affirmé que le pays est en situation de guerre et pour ce faire, les Burkinabés ne peuvent pas aller aux urnes. Ahmed Nanema. Harouna Dicko refait surface sur la scène politique burkinabé et il annonce officiellement ici, au Centre national cardinal Paul Zougrana de Ouagadougou. L'ancien président du parti Rassemblement politique nouveau est contre la tenue des élections au Burkina Faso alors que le pays, dit-il, est en guerre. Si tous les partis politiques disent que c'est une situation sécuritaire, moi je dis que ce n'est pas une situation sécuritaire. Ils sont accordés pour ça. Moi je dis que ce n'est pas ça. On est en situation de guerre. L'armée est au front. Si aujourd'hui on fait des élections, c'est pour dire qu'on est d'accord que les touristes ont gagné, parce qu'on ne pourra pas faire ça à Argentina. Si les autres partis politiques sont en campagne dans d'autres villes et ils laissent, c'est-à-dire que si eux prennent le pouvoir, ils ne vont pas s'occuper de ces régions. En clair, c'est ça. Si les gens veulent qu'il y ait des élections, qu'il y ait des élections partout. La solution à cette guerre asymétrique à laquelle est confronté le Burkina Faso est un dialogue national inclusif, selon lui. La solution aujourd'hui pour sortir, c'est de faire un dialogue national où tout le monde sera là, on va se dire les choses et on va trouver une solution. Précédemment président du RPN, le parti du Rassemblement politique nouveau, de 2005 à 2015, l'homme a librement pris du recul pour s'afficher de nouveau en prônant la politique citoyenne. Pour qu'on se donne la main.
Toujours au Burkina Faso, Émile Paré est en désaccord avec l'appel de Maniga. Le chat noir du Nayala et ses camarades du Conseil de suivi de la transition et de la révolution d'octobre contestent aussi la peinture sombre que Jean-Baptiste Ouédraogo fait de la révolution d'août 1983 et particulièrement de son héros, le capitaine Thomas Sankara. Ils ont donné leur point de vue ce matin même à Ouagadougou. Le compte rendu avec Oumou Konate, Bachirou Sawadogo. Trop c'est trop, le Conseil citoyen pour le suivi de la transition et la révolution d'octobre, le COSISTRO, n'entend pas d'une oreille attentive les révélations de Jean-Baptiste Ouédraogo dans son livre intitulé Ma part de vérité, ainsi que les recommandations des sages de Maniga pour aller vers une réconciliation nationale. Pour le COSISTRO, seul le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale est le seul habilité à proposer au peuple une voie de réconciliation. Le HCRU n'a jamais refusé la contribution de qui que ce soit. Mais quand vous regardez l'esprit des sages de Maniga, c'est pour aller en négation des prévisions, soit du programme du président Roch, qui a dit dans son programme que c'est la commission vérité, justice et réconciliation qui est la meilleure voie. C'est dit dans son programme et le peuple l'a élu. Et le HCRU est en train d'aller également sur cette voie de la réconciliation. Tant que JBO va continuer à critiquer Thomas Sankara, tant que les sages vont dire aux insurgés de s'excuser publiquement à qui on ne sait, tant que les sages vont mettre sur le même pied d'égalité les insurgés et les bourreaux des insurgés, il n'y aura pas de réconciliation. Pour que cette réconciliation puisse se faire en bonne et due forme, le COSISTRO interpelle le gouvernement ainsi que le HCRU. C'est pourquoi le COSISTRO, en vue d'accélérer la réconciliation, exige du gouvernement et de l'Assemblée nationale d'accélérer le jugement des dossiers longtemps pendant, notamment ceux de l'insurrection populaire, de Thomas Sankara, de Norbert Zongo, en octroyant des crédits nécessaires à la justice pour tenir des procès. J'exige du HCRU de convoquer le plus rapidement une conférence vérité sur les crimes impunis de 1960 à nos jours. Le COSISTRO pense que la vraie réconciliation passe par la voie de la vérité, justice-réconciliation dans le pardon et la réparation. C'est la seule voie selon lui et elle existe aussi dans certaines de nos sociétés dites traditionnelles. Au Mali, l'armée malienne est arrivée à Kidal ce jour même. Elle a fait son entrée aujourd'hui dans la ville symbole où elle était absente depuis des années. Son retour est censé manifester le rétablissement de la souveraineté de l'État sur le territoire, ont annoncé des officiers présents sur place. L'armée malienne n'avait pas repris pied dans cette ville depuis mai 2014, au cours desquels les FAMA avaient dû replier, laissant le contrôle de la ville au groupe rebelle qui depuis contrôle la localité. En France, il y a du nouveau dans l'affaire du financement libyen. Ce matin, la justice a condamné Ziad Takieddine. Le jugement portait sur un entretien que l'homme avait accordé à la presse dans le cadre de l'affaire du financement de la campagne de Sarkozy par la Libye. Dans cet entretien, Takieddine accusait l'ancien président français et son proche Claude Guyon d'avoir reçu de fortes sommes venues de Libye. Une affaire dans l'affaire est ainsi née. On en sait plus avec ce récit de Childas Da. Ziad Takieddine devra verser 8 000 € d'amende et 6 000 € de dommages et intérêts au plaignant Claude Guyon, ancien secrétaire général de l'Élysée. Le bras droit de Nicolas Sarkozy avait porté plainte contre Takieddine pour diffamation dans l'affaire dite du financement libyen. Pour mieux cerner cette affaire, un retour dans le passé s'impose. Nous sommes en novembre 2016 et une vidéo va provoquer une secousse sismique dans le monde politique français. Ziad Takieddine, homme d'affaires franco-libanais, faisait de graves révélations sur une sombre affaire. Une affaire de financement libyen octroyée à Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. On évoque un montant total de 5 millions d'euros. Dans sa relation des faits à Mediapart, Takieddine dit avoir reçu en 2006 une valise de billets des mains d'un proche de Kadhafi. Une valise destinée à Nicolas Sarkozy par le truchement de Claude Guyon. Puis il y aura une deuxième et enfin une troisième valise que l'homme dit avoir remis, cette fois en main propre, au véritable destinataire. Est-ce que vous rencontrez M. Sarkozy? Oui. En personne? Oui. Et la valise, donc vous avez
un entretien avec M. Sarkozy qui dure quelques minutes? 2, 3, 4. Vous parlez des infirmières. C'est tout. Bulgares. La valise, est-ce que vous l'avez posée dans cet appartement? Ah, posée, toujours. Sarkozy et Guéant avaient dès lors farouchement nié ses propos et attaqué l'homme d'affaires en justice. À l'opposé de son ancien bras droit, Sarkozy finit par retirer sa plainte en juillet dernier. La justice a donc estimé que les propos de Taqieddine ne portaient pas sur une base factuelle suffisante. Dans le verdict, les journalistes de Mediapart sont quant à eux relaxés. Notons que dans ce dossier, Sarkozy, Guéant et Taqieddine sont toujours mis en cause, notamment pour recel de détournement de fonds publics libyens, financement illégal de campagne électorale et corruption passive. L'affaire n'a donc pas livré tous ses secrets et pour le verdict final, il va falloir encore patienter. D'une affaire judiciaire à une autre et cette fois-ci, il s'agit des développements du scandale Luanda Leaks. Aujourd'hui, l'étau se resserre autour de Isabel dos Santos. La demande du gouvernement angolais de geler les comptes à l'étranger d'Isabel dos Santos a été acceptée par les autorités portugaises. C'est la dernière initiative de Luanda pour traduire en justice Isabel, fille de l'ex-président José Eduardo dos Santos, accusée de détournement de fonds publics. Mais Isabel dos Santos nie toutes ces accusations et affirme avoir acquis sa fortune légalement. Celle qu'on surnomme la princesse en Angola trône au-dessus d'une fortune évaluée à plus de 2 milliards de dollars par le magazine Forbes, qui l'a désignée comme la femme la plus riche d'Afrique en 2013. Aussi, il y a un nouveau rebondissement dans les relations houleuses entre la BBC et les autorités de Kigali. Le 7 février dernier, le journaliste congolais Jacques Diambi a reçu de sa rédaction en chef un courrier lui notifiant son licenciement pour faute grave avec effet immédiat. En cause, une interview qu'il avait réalisée en novembre avec l'écrivain Charles Onana, auteur du livre Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, quand les archives parlent. Sa hiérarchie prétend avoir agi suite à une menace de plainte du gouvernement rwandais, mais Kigali demande la moindre intervention. Sachez également que les hommes de radio sont à l'honneur aujourd'hui et au Burkina, à l'occasion de la commémoration de la 9e journée mondiale de la radio, le ministre en charge de la communication a effectué une visite de courtoisie dans plusieurs stations. Le but, encourager les hommes des médias dans leur métier de porteur de nouvelles à travers les ondes. Alain Koulibaly, Constantin Sieda nous font le point de cette visite. Le premier responsable de la communication fait sa ronde dans les stations radio de la ville de Ouagadougou. Jour spécial, c'est la journée mondiale de la radio. Une occasion pour Rémi Fulgence d'Andjinou de galvaniser ces hommes de presse qui jour après jour ne cessent de porter l'information au public à travers les ondes. Ici à Ouaga FM, l'hôte est reçu en direct de la 105.2 pour débattre de divers sujets d'actualité. Je pense qu'il faut se rappeler que cette journée-là est à sa 9e commémoration et que la thématique aujourd'hui, c'est « Nous sommes la diversité ». Donc je voudrais féliciter les hommes de médias. Au niveau de la radio, je parle de tout le monde parce que la radio, c'est les auditeurs, c'est les techniciens, c'est les animateurs, c'est les journalistes, mais c'est également les promoteurs, afin que justement nous puissions garder dans la diversité de notre espace radiophonique la qualité professionnelle qui assure une cohésion de la société et un vivre ensemble renouvelé. Donc c'est une visite pour féliciter les acteurs parce que la radio a joué un rôle essentiel dans la maturation de notre opinion, dans la prise de parole des Burkinabés, dans la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Mais c'est également rappeler que, de par justement son importance, les acteurs de radio ont un rôle très très important à jouer dans la cohésion sociale, notamment dans cette période où le défi sécuritaire met véritablement à mal notre vivre ensemble. Nous sommes très honorés de recevoir, d'accueillir le ministre de la Communication chez nous ici. Et je lui ai dit ça tantôt, il y a au moins une centaine de radios au Burkina. Et s'il a choisi vraiment Ouaga FM, je pense que pour nous aussi, c'est une fierté pour nous. À Omega FM, le ministre d'Andjinou est reçu en conférence de rédaction improvisée pour l'occasion. Tour à tour, les journalistes et leurs hôtes échangent ensemble sur les préoccupations et les défis du monde de la radio.
Donc je suis venu vous souhaiter une bonne fête et rappeler l'importance du média radio dans notre pays. Et dans le contexte actuel, je voudrais rappeler les engagements de base qui sont les nôtres, avoir une information professionnelle, apporter notre cohésion sociale, apporter notre vivre ensemble, et sans pour autant enlever le fait que par définition nous sommes des poils à gratter et que nous devons également amener les acteurs par une quête de redevabilité constante à améliorer leur gouvernance et être plus performants. Oui, je pense que c'est le jour où on peut parler de ce qu'on fait tous les jours et la radio est devenue en tout cas plus qu'un média, c'est un outil quotidien, compagnon au quotidien de plusieurs populations et je pense que c'est le jour là où on peut travailler à mieux faire connaître cet outil-là, ce compagnon-là. Je pense que, en tout cas, c'est tout à fait avec beaucoup de joie qu'on célèbre cette journée-là et on a l'occasion, en tout cas, d'avoir aussi notre ministre de tutelle et on est encore fiers de partager cette journée-là avec lui. La journée mondiale de la radio est célébrée chaque 13 février de l'année. Cette date a été entérinée par l'UNESCO le 3 novembre 2011 lors de sa 36e conférence. Pour cette année, le choix du thème porte sur la diversité, autant dans les types de diffuseurs que dans les rédactions et les programmes. En 1959, la radio voyait le jour au Burkina Faso. 60 ans d'existence, autant d'expériences engrangées et de défis relevés. Une évolution qui est, en plus d'être positive, révèle de nombreux défis pour bon nombre de stations de radio de nos jours. Alain Koulibaly, Constantin Sieda. L'histoire de la radio débute par une succession d'inventions. Une œuvre collective qui part de la découverte des ondes électromagnétiques à l'invention du télégraphe et aboutit au premier matériel pour communiquer sans fil. La paternité de la radio revient à l'inventeur Marconi, premier à expérimenter les liaisons hertziennes en 1895. En Afrique, les premières ondes sont émises en 1924 en Union sud-africaine. Et au Burkina Faso, c'est en 1959 que la radio voit le jour. De nos jours, le pays compte une multitude de radios commerciales, communautaires et confessionnelles. Et depuis lors, ce ne sont pas les défis qui manquent, quand on sait que l'avènement des nouveaux médias constitue un véritable poids pour la promotion de la radio. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a deux défis. Le premier défi, c'est déjà les nouveaux outils d'information et de communication. Il faut s'y adapter. Aujourd'hui, la radio n'est plus que le poste émetteur-récepteur. Il faut s'adapter aux nouveaux outils, notamment à Internet. Donc, je pense que c'est un premier défi pour les radios, pour s'adapter, pour être accessible, parce que c'est des outils qui sont de plus en plus utilisés par son public. Donc, il faut forcément aller sur ces outils-là. Le second défi, c'est celui, bien sûr, vous l'avez dit, du contexte sécuritaire. La radio, c'est le média chaud par excellence. Pourtant, le traitement de l'information liée au contexte sécuritaire ne peut pas se faire toujours chaud. Donc, il y a un défi, véritablement, en termes de professionnalisme, en termes de traitement, à avoir une adéquation entre le caractère chaud de la radio et aussi le caractère sensible et délicat de certaines informations, notamment liées aux incidents sécuritaires. Donc, je pense que c'est les deux défis, en tout cas, qu'il y a aujourd'hui à relever pour le personnel de radio. Beaucoup de gens avaient parié la disparition pratiquement de la radio avec l'avènement de la télévision, ensuite l'avènement des réseaux sociaux. Mais on a constaté que la radio a réussi justement à dompter ces nouvelles technologies en s'adaptant à cette évolution. On a créé Internet, la radio s'est invitée sur Internet. On a créé la télévision, la radio s'est invitée à la télévision. Vous allez constater certainement qu'il y a certains bouquets satellitaires où on a donc la radio que l'on peut écouter au niveau de la télévision. Donc c'est pour dire que c'est un média qui s'adapte à tout et je pense que le défi actuel c'est de rester effectivement numéro 1. Pour la journée du 13 février 2020, marquant la commémoration de la 9e journée mondiale de la radio, l'UNESCO a choisi comme thème la diversité, autant dans les types de diffuseurs que dans les rédactions et les programmes. Un sujet bien apprécié par les responsables de médias. Alors, le thème diversité qui a été choisi par les Nations Unies pour célébrer la journée mondiale de la radio, pour moi c'est un thème qui tombe à propos parce qu'il est question à travers donc, cette thématique de cultiver la diversité aussi bien dans les rédactions que sur les zones comme on l'a dit. Donc il est question de faire en sorte que
tout le monde ait accès à l'information à travers les médias. Si l'on ramène cela au contexte du Burkina, on sait que c'est un pays de diversité, on a une diversité culturelle, une diversité ethnique, on a une diversité de religions, etc. Donc c'est de faire en sorte que la radio soit le vecteur de cohésion sociale malgré cette diversité que nous avons donc dans notre société. Donc c'est un thème qui tombe à propos et qui vient renforcer en tout cas le rôle des médias en matière de cohésion sociale, en matière de fraternité entre citoyens. Contexte sécuritaire oblige, l'apport de la radio est plus que primordial dans la promotion de la cohésion sociale et l'entente entre les communautés, une force que les gouvernants entendent galvaniser pour atteindre ces objectifs. Terminons ce journal avec le Soudan où les accords se multiplient. Cette fois-ci, c'est avec les proches des marins américains tués dans l'attentat contre le navire de guerre USS Cole au Yémen en 2000. Un consensus est trouvé entre les deux parties. C'est une étape dans un long processus de normalisation des relations entre les États-Unis et le Soudan conclu à Washington. L'accord précise clairement que le gouvernement soudanais n'était pas responsable de l'attaque ou d'aucune attaque terroriste de la sorte. L'accord n'a alors été conclu que pour remplir la condition émise par l'administration américaine afin de retirer le Soudan de sa liste des pays qui soutiennent le terrorisme. Voilà qui met fin à cette édition, mais avant, retenez que quoi que vous rêvez d'entreprendre, commencez-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie, disait Goethe. Merci de nous avoir suivis. Benjamin Kwame vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir.